Avez-vous déjà découvert quelque chose que vous auriez préféré oublier? Après 3 ans de mariage, j'ai trouvé le placard secret de ma femme. Ce que j'y ai vu a bouleversé notre mariage à jamais. Je voulais croire qu'il y avait une explication raisonnable. J'ai découvert la vie qu'elle menait dans mon dos. Des visites secrètes dans des endroits secrets. Un site internet intrigant. Et un aspect d'elle que je n'avais jamais vu auparavant, pas une seule fois en 3 ans. Je n'ai rien dit. J'ai élaboré un plan. Et puis, étape par étape, je l'ai exécuté. Si vous pensez que cela s'est terminé par une confrontation, vous vous trompez. Cela se terminera avec des caméras. Des enchères. Du silence. Et une fin inattendue que même moi je n'avais pas vu venir. Mais laissez-moi vous raconter toute l'histoire depuis le début. Émilie et moi étions mariés depuis un peu plus de 3 ans. J'avais 36 ans quand nous nous sommes unis, et à l'époque, je pensais avoir enfin fait le bon choix. J'avais une carrière stable, cadre supérieur dans une entreprise de logistique. Bon salaire, longues heures, mais cela ne me dérangeait pas. J'aimais rentrer dans une maison calme, un verre de cognac, et la femme avec qui je pensais passer le reste de ma vie. La maison était à moi, achetée 5 ans avant notre mariage. Émilie y a emménagé après la cérémonie. Elle ne travaillait pas à temps plein. Elle était photographe surtout pour des mariages, des baptêmes, et parfois des séances branding pour des gens qui essayaient de percer sur les réseaux sociaux. Elle avait un bel appareil, un petit studio à domicile dans la véranda, et un suivi décent en ligne. Elle ramenait un peu d'argent, mais je couvrais la plupart de nos dépenses. Je ne m'en plaignais jamais. Je me disais que tant qu'elle faisait quelque chose de productif et qu'elle était heureuse, c'était bien. Elle n'était pas paresseuse. Du moins, pas de manière visible. Mais Émilie avait un penchant pour le luxe. Des sacs chers Louis Vuitton, Gucci, Saint-Laurent. Elle s'extasiait devant les emballages, postait une petite vidéo des unboxings, et parfois elle ne portait la chose qu'une fois. Pareil pour ses vêtements. Son armoire était remplie d'étiquettes de créateurs, certains encore avec les prix. Elle prétendait obtenir des affaires via des revendeurs en ligne, des amis dans la mode, ou des clients et qui lui offraient des cadeaux. Je n'insistais pas trop. Honnêtement, j'attribuais la plupart de cela à son côté un peu sophistiqué. Je me disais, tant pis, je gagne assez pour payer les factures et elle ne me ruine pas, laissez-la s'amuser. Avec le recul, j'étais aveugle. Un samedi après-midi, je fouillais dans la chambre d'amis à la recherche d'un vieux disque dur externe. Je ne l'avais pas utilisé depuis 1 an environ, mais j'avais besoin de documents fiscaux que j'y avais stockés. La chambre d'amis servait surtout de rangement et des boîtes de accessoires photos d'Émilie, de vieilles valises, des vêtements d'hiver, et une armoire poussée contre le mur du fond. C'était une de ces hautes armoires blanches. Rien de spécial. Nous ne l'utilisions jamais vraiment. Je me disais que le disque dur avait peut-être été jeté dedans lors d'un grand ménage. J'ai attrapé le côté pour la déplacer et elle a bougé. Bien plus qu'elle n'aurait dû. Pas comme le frottement habituel d'un meuble pressé contre le mur, non. Celle-ci a glissé. Ma première pensée a été qu'elle n'était pas fixée correctement. Alors je l'ai déplacée à nouveau, cette fois intentionnellement. C'est là que j'ai remarqué que la base n'était pas alignée avec le mur. Il y avait un léger espace à peine visible sauf si on regardait de près. Mon pouce est accéléré, juste un peu. J'avais été dans cette pièce 100 fois et je n'avais jamais remarqué qu'elle n'était pas alignée. Alors j'ai tiré dessus à nouveau, et en effet, elle a glissé d'un bon 60 cm vers la gauche. Comme si elle était sur roulette. Derrière, il y avait une petite porte encastrée. Pas de poignée, juste un panneau plat qui ressemblait à une partie du mur. Maintenant, je ne sais pas pour vous, mais quand vous trouvez quelque chose de caché dans votre propre maison et que vous avez payé, entretenu, et dans laquelle vous vivez avec votre femme et que vous ne saviez pas qu'elle existait? Cela vous fait quelque chose. J'ai ouvert le petit panneau, m'attendant peut-être à un tableau électrique ou un accès au tuyau. Au lieu de cela, j'ai vu des étagères doublées de velours, éclairées par une de ces petites lampes à piles qu'on allume en tapant dessus. Et sur ces étagères? De l'or. Pas plaqué, pas de bijouterie fantaisie. De vraies chaînes en or. Plusieurs. Épaisses. Lourdes. Il y avait des bracelets, des chevillères, des bagues tout haut de gamme. Quelques montres que je ne reconnaissais pas, mais qui paraissaient chères. Une boîte contenait des rouleaux d'argent. Pas beaucoup, mais plus que quelques centaines.
Peut-être quelques milliers, proprement attachés avec des élastiques en billets de 100 et de 50. Je suis resté là pendant ce qui m'a semblé une heure, juste à regarder tout cela. Mon cerveau n'arrivait pas tout à fait à assimiler ce que je voyais. Ce n'étaient pas les bijoux que je savais qu'elle possédait, le collier que je lui avais acheté pour notre anniversaire, les boucles d'oreilles qu'elle portait au dîner. Non, je n'avais jamais vu ces trucs. Elle avait une boîte à bijoux ordinaire sur sa coiffeuse pour les choses que je connaissais. Cela, c'était autre chose. Un secret. Ce n'était pas juste les objets eux-mêmes, c'était la manière dont tout était caché. La façon dont c'était organisé. Ce n'était pas un stock oublié ou une boîte de cadeaux rangée. C'était soigné. Entretenu. Protégé. Je n'ai rien dit à Emily ce jour-là. Je n'ai même rien touché. J'ai juste refermé le panneau, remis l'armoire en place, et je me suis assis sur le lit d'Amy comme si quelqu'un m'avait frappé au ventre. Ce placard ne contenait pas seulement de l'or et de l'argent. Il contenait la première preuve réelle que je ne connaissais pas du tout ma femme. Je me suis dit de ne pas surréagir. Après avoir trouvé ce placard caché, je suis resté assis sur le lit d'Amy pendant longtemps juste à réfléchir. À essayer de trouver une explication qui ne me serrait pas la poitrine. Emily avait toujours eu des goûts chers, bien sûr, mais peut-être que j'avais sous-estimé ce qu'elle gagnait avec la photographie. Peut-être qu'elle gérait bien son argent et avait des investissements ou des économies qu'elle n'avait jamais mentionnées. Nous ne partagions pas nos comptes, et elle aimait gérer ses finances elle-même. Peut-être que c'était cela. Mais plus j'y pensais, moins cela avait de sens. Je ne suis pas idiot. Je gère des gens, de l'argent et de la logistique pour vivre. J'ai une idée assez solide de ce que coûtent les choses et de jusqu'où va un euro. Et ce que j'ai vu dans ce placard n'était pas juste quelques achats chanceux ou de l'argent d'anniversaire rangé. C'était des dizaines de milliers d'euros en or, sinon plus. Alors j'ai commencé à l'observer un peu plus attentivement. Ce n'était rien de dramatique. Je ne fouillais pas ou ne la suivais pas comme un méchant de dessin animé. Je faisais juste attention à son emploi du temps, à ce qu'elle disait faire, à la fréquence à laquelle elle quittait la maison. Elle était toujours occupée. Toujours un shooting. Elle m'a dit qu'elle avait 4 séances photos cette semaine. Mariage, fiançailles, un truc de branding pour une boutique. Je ne l'ai pas questionné. Pas directement. Mais j'ai commencé à prendre des notes mentales. Un soir, je l'ai surprise dans la cuisine, souriant à quelque chose sur son téléphone. J'ai demandé nonchalamment, comment s'est passé le shooting aujourd'hui? Elle a hoché la tête sans lever les yeux et a dit, bien, long. J'ai mal au dos. Puis elle a glissé son téléphone dans sa robe de chambre et est partie se doucher. Ce sentiment lancinant dans mon ventre s'est resserré un peu plus. C'est à ce moment que j'ai décidé que j'avais besoin d'aide. Pas d'un copain, pas de ses amis, une aide réelle. Professionnelle. J'ai contacté un type que je connaissais par le travail. Marc. Il avait pris sa retraite des enquêtes privées, mais il faisait encore l'occasionnel dossier quand quelqu'un de confiance le demandait. Nous nous sommes rencontrés pour déjeuner dans un endroit de l'autre côté de la ville. Je lui ai raconté ce que j'avais trouvé, et il n'a pas scié. Elle cache quelque chose, a-t-il dit platement, puis il a sorti un petit bloc-notes. Donne-moi son emploi du temps, ses routines, le modèle de sa voiture, la plaque d'immatriculation, tout ce que tu sais d'autre. Je commence demain. Et il l'a fait. Marc l'a suivi pendant 7 jours d'affilée. Il m'envoyait des mises à jour nocturnes par texto, courtes et professionnelles, parti de la maison à 10h12. Déjeuner avec une amie à midi. Revenu à la maison à 15h45. Ce genre de choses. Mais au jour 3, quelque chose d'étrange est apparu. Enregistré à l'hôtel des Pins Royaux, 14h05. Parti seul à 15h24. Pas de nuitée. Pas de bagages. Pas d'autres personnes entrées avec elle. J'ai fixé ce message comme s'il était écrit dans une langue étrangère. Un hôtel? Pour 1 heure et des poussières? Seule? Peut-être qu'elle avait besoin de prendre des photos de clients dans un endroit esthétique. Ou peut-être qu'elle avait juste besoin d'un lieu calme pour travailler. J'ai essayé de me convaincre que c'était inoffensif. Une fois. Juste un détail bizarre. Puis le lendemain, cela s'est reproduit. Hôtel différent. Même schéma. Entrée seule. Sortie en moins de 90 minutes. À la fin de la semaine,
elle avait visité 3 hôtels différents. Jamais resté plus d'1 h 30. Jamais resté la nuit. Et toujours seule. Je me sentais comme si ma poitrine se creusait. Comme si mon estomac était tombé et avait oublié comment remonter. Marc m'a rencontré à nouveau dimanche pour passer en revue le rapport complet. Il a tout étalé, carte, horodatage, même des photos. Il m'a montré une image d'Émilie entrant dans un petit hôtel boutique au centre-ville, portant un jean, un long manteau, et ne portant que son sac à main. Puis une autre, le lendemain, sortant d'un endroit différent dans une tenue différente. Toujours décontractée. Toujours calme. Rien de frénétique ou paniqué. Juste comme si c'était routinier. Elle a dit qu'elle avait 4 shootings cette semaine, ai-je dit à Marc. Il a feuilleté son bloc-notes et a lu à voix haute. C'est ce que j'ai noté. Jeudi, elle a photographié une famille au parc. Les autres jours? Déjeuner. Shopping. Hôtel. J'ai frotté mon visage fort, comme si je pouvais effacer la réalisation. Cela n'a pas marché. Marc ne m'a pas poussé à réagir. Il m'a juste donné les faits. Il a dit qu'il ne sautait pas aux conclusions, et que je ne devrais pas non plus pas avant d'être prêt. Mais quelque chose a changé en moi cette nuit-là. Ce n'était plus juste le placard caché. Ou les choses de créateur qu'elle gardait cachées derrière un meuble coulissant. C'était le schéma. Les mensonges, ou peut-être les omissions. La façon dont elle me souriait le soir et me racontait sa journée sans jamais cligner des yeux. Comme s'il n'y avait rien de mal dans le monde. Je suis resté dans le salon jusqu'à 2 h du matin cette nuit-là. Émilie dormait déjà. La maison était calme sauf pour le bourdonnement du frigo et le craquement occasionnel du vieux bois. Je n'arrêtais pas d'entendre sa voix dans ma tête, 4 shootings cette semaine. Juste comme ça. Confiante. Comme si je ne découvrirais jamais. C'est là que j'ai réalisé que ce n'était pas juste un malentendu. Quelque chose se passait. Et je n'avais aucune idée de qui était vraiment la personne avec qui je vivais. Je n'avais jamais vraiment prêté attention aux habitudes téléphoniques d'Émilie auparavant. Mais après tout le placard, le rapport de l'enquêteur, les visites à l'hôtel, je ne pouvais plus m'empêcher de les remarquer. La façon dont elle gardait toujours son téléphone face contre table. Comment il n'était jamais à plus d'1 bras de distance, même quand elle se douchait. Toujours en mode vibreur. Pas de son, pas de buzzer. Juste un silence total. Elle m'avait dit une fois que les sonneries lui donnaient de l'anxiété, que tous les pings et les chimes des notifications l'énervaient. Je n'avais pas discuté. J'aimais le calme aussi. Mais maintenant, je voyais cela différemment. Ce silence n'était pas de la paix, c'était du contrôle. Elle ne laissait jamais le téléphone attirer l'attention sur lui. C'est là que j'ai appelé Vincent. Vincent et moi remontons à loin, colocataires à l'université. C'est un de ces gars qui s'est lancé dans la tech avant que ce soit à la mode. Il construisait ses propres PC, faisait des petites expériences black box dans notre chambre, pouvait hacker le distributeur pour faire tomber des sodas gratuits. Il travaille maintenant comme analyste en cybersécurité pour un sous-traitant gouvernemental. Un de ces jobs où il ne peut pas dire grand-chose sur ce qu'il fait, mais vous savez que c'est sérieux. Je lui ai dit que j'avais besoin d'un service. Je n'ai pas donné de détails, mais il n'en avait pas besoin de beaucoup. J'ai dit que je voulais accéder à son téléphone. Que j'avais acheté un modèle identique, même marque et année. Je lui ai demandé s'il pouvait m'aider à le cloner. Il a juste dit, j'apporte le kit. Toi, distrais-la. Nous l'avons planifié pour un vendredi soir. Je l'ai invité à dîner comme si c'était juste une visite de rattrapage. Émilie aimait Vincent. Elle le trouvait drôle, un peu geek, inoffensif. Elle ne se doutait de rien. J'ai cuisiné des entrecôtes. Émilie a sorti son dessert signature, une mousse au chocolat qui nécessitait beaucoup de mélange et de préparation. Pendant qu'elle était jusqu'au coude dans des blancs d'œufs et du cacao, je lui ai demandé nonchalamment de montrer à Vincent ce vieux livre de photos de son premier shooting de mariage. Il n'a jamais vu tes débuts, ai-je dit. Elle a essuyé ses mains, laissé le téléphone au bord de la table, et est allée à la bibliothèque. Vincent a bougé comme un magicien. A glissé son téléphone dans une petite pochette rembourrée, l'a branché sur un appareil noir de son sac à dos, a tapé quelque chose sur un petit écran tactile. Moins de 12 minutes plus tard, il m'a tendu le téléphone réplique. Il reflétera ses données, a-t-il dit. Texto, APPS, log d'appel,
même les pings GPS. Je l'ai remerciée. Émilie est revenue, complètement inconsciente. Cette nuit-là, pendant qu'Émilie se brossait les dents, je me suis assis au bord du lit et j'ai regardé le nouveau téléphone. Il ressemblait exactement au sien. Même fond d'écran. Même dossier. Tout au même endroit. Cela faisait comme si je tenais un morceau d'elle sauf que celui-ci disait la vérité. Quand elle est venue au lit, j'ai glissé le téléphone sous mon oreiller et n'ai rien dit. Elle a scrollé sur le sien pendant un moment, puis s'est tournée et a éteint la lumière. Une fois qu'elle dormait, j'ai ouvert le clone. La première chose que j'ai remarquée, elle utilisait le mode incognito constamment. Son historique de navigation était vide. Pas de cookies. Pas de mot de passe sauvegardé. Et puis, je l'ai vue en ligne, comment elle entrait sur le site en mode incognito. Cela s'ouvrait sur une page qui a gelé mes mains froides. Un profil de rencontre. Pas n'importe quel profil de rencontre. Un premium. Son nom d'utilisateur était une chaîne de chiffres et de lettres. Sa photo de profil était d'elle en quelque sorte. C'était son corps, indubitablement le sien, dans une robe noire moulante. Son visage était flouté. Artistique. Stylisé. Comme un de ces filtres cinématographiques qu'on voit dans les bandes annonces de films. Sous la photo, un slogan, luxe et discrétion. Demandez respectueusement. Il y avait des photos. Certaines prises dans des chambres d'hôtel. D'autres devant des miroirs. Ses jambes, ses cheveux, les tenues familières, mais distantes. Cela faisait comme regarder une étrangère qui portait la peau de ma femme. J'ai scrollé plus bas. Like, 823. Client vérifié, 31. Note moyenne, 4,8 étoiles. Il y avait un menu. Littéralement des services, avec des créneaux horaires et des lieux préférés listés. Tout en langage poli, codé mais le sens était clair comme de l'eau de roche. Ma bouche s'est asséchée. J'ai posé le téléphone. L'ai repris. Et scrollé à nouveau. Mes mains tremblaient. Je n'étais pas en colère, pas encore. C'était quelque chose de plus profond. Une sorte d'effondrement silencieux dans ma poitrine. Comme si quelqu'un avait lentement retiré les planches sous mes pieds, et que je venais juste de remarquer que je tombais. J'ai rangé le téléphone. Me suis allongé sur le lit. Je ne l'ai pas confronté. Pas encore. J'en avais envie. Chaque partie de moi hurlait de le faire. De lui jeter son téléphone devant, de pointer le profil, et d'exiger une explication. Mais cela lui aurait donné le temps de tordre l'histoire. Je connaissais Émilie assez bien pour savoir qu'elle trouverait un moyen de faire sonner comme si j'avais mal compris quelque chose, ou pire, comme si j'étais le méchant pour avoir envahi sa vie privée. Alors je n'ai rien dit. J'ai continué à jouer le rôle du mari inconscient. Rentrer, parler de ma journée, sourire quand elle demandait comment était le travail. À l'intérieur, je travaillais comme une machine. Chaque moment libre que j'avais été passé à planifier la suite. Je voulais une preuve. Une vraie preuve. Quelque chose que personne ne pouvait nier. Quelque chose que je pouvais tenir dans ma main et dire, c'est qui tu es vraiment. J'ai commencé par un hôtel. Pas n'importe quel endroit bon marché au bord de la route, un hôtel haut de gamme au centre-ville, le genre avec des meubles de lobby moderne et du jazz doux jouant dans l'ascenseur. J'ai réservé la chambre sous un non jetable et payé en liquide. Demandé une suite d'angle à un étage élevé. Chambre 112. Le genre de chambre qui voyait beaucoup de business mais pas de questions. Avant d'y entrer, j'ai acheté 2 petites caméras cachées. Une ressemblait à un détecteur de fumée, l'autre était un désodorisant déguisé avec mémoire interne. Pas de Wi-Fi, pas de signaux. Juste enregistré en mémoire et tout sauvegardé. Je suis arrivé tôt ce matin-là, et check-in, et me suis mis au travail. J'ai monté une caméra dans la grille d'aération au coin au-dessus du lit. Elle avait une vue claire de la chambre et se fondait dans le décor. La seconde, je l'ai cachée derrière un vase décoratif sur la table de nuit. Elle était orientée vers l'entrée et le coin salon. Ensemble, elles couvraient tout. Cette nuit-là, je me suis assis dans ma voiture et ai créé un profil sur la même app de rencontre qu'Émilie utilisait. J'ai utilisé le nom Michel. J'ai utilisé une photo stock, un type en costume, assez granuleuse pour cacher les détails mais nette pour passer. Le programme a flouté son visage. En quelques minutes, je l'ai trouvé.
Le même profil que j'avais vu sur le téléphone cloné. Même photo floutée, même slogan au luxe et discrétion. Je lui ai envoyé un message. Juste une ligne polie, courte, disponible cette semaine? Elle a répondu en 4 minutes. Son message était professionnel, presque froid. Elle a envoyé une liste de temps, une liste de prix, et quelques règles. Elle préférait les hôtels. Préférait que la rencontre ne dure pas plus d'1 heure. Pas de discussion personnelle. Pas de drame. Tout propre, transactionnel. J'ai choisi un horaire qui correspondait à l'après-midi suivant. J'ai demandé si elle pouvait venir à la chambre 112 à l'hôtel au centre-ville. Sa réponse, à bientôt. J'ai fixé le message longtemps. Je venais de booker ma propre femme. Et elle ne le savait même pas. Maintenant, voici où cela devient étrange. Le lendemain était l'anniversaire d'Alexandre. Alexandre est mon assistant, un bon gars, début trentaine, bavard, et toujours en train de flirter avec quelqu'un. Il est célibataire, toujours à chasser la prochaine fête, et avait mentionné juste la semaine d'avant que son dernier encart était un désastre total. Ce matin-là au travail, je lui ai tendu une petite enveloppe blanche avec une carte clé de chambre dedans. « C'est quoi ?» a-t-il demandé, haussant un sourcil. « Cadeau d'anniversaire, ai-je dit. Chambre 112 à l'hôtel Belmore. Check-in à 15 heures. Il y a quelque chose de spécial qui t'attend. » Il m'a donné ce regard mi-choqué, mi-excité. « T'es sérieux ?» J'ai hoché la tête. « Fais-moi confiance. » Alexandre était aux anges. Il n'a pas posé beaucoup de questions. Je pense qu'il a supposé que je lui arrangeais une sorte de rencard surprise. Peut-être même pensé que je blaguais. Mais je l'ai vu ranger cette clé dans sa poche comme si elle était en or. Il a quitté le bureau tôt. Je suis resté derrière, faisant comme si j'avais des rapports à finir. Mon estomac était noué, mais je ne l'ai pas montré. À 14h55, j'ai vérifié le téléphone cloné. La localisation d'Émilie Pinguet au centre-ville. À 15h07, elle est entrée dans l'hôtel. Elle portait un long manteau noir et ce petit sac à main qu'elle prenait toujours pour les jours de shooting. J'ai vu les logs de localisation horodatés. À 15h09, son téléphone s'est connecté au Wi-Fi de l'hôtel. Alexandre m'a texté à 16h12 juste un emoji pouce en l'air et les mots « Meilleur anniversaire ever ». Je n'ai pas répondu. J'ai attendu jusqu'au soir pour aller récupérer les caméras. Quand je suis entré dans la chambre, le lit était légèrement froissé, les oreillers déplacés. L'air sentait faiblement son parfum. Mon estomac s'est retourné. J'ai pris les appareils et suis parti sans regarder en arrière. De retour dans ma voiture, j'ai tenu les 2 petits gadgets dans ma main et réalisé à quel point j'avais avancé en juste une semaine. De la suspicion à l'enquête, de la découverte à la planification. Maintenant, j'avais ce dont j'avais besoin. La vérité. Et j'étais enfin prêt à la regarder. J'ai attendu que la maison soit calme. Émilie était allée au lit vers 10h, comme elle le faisait toujours. Je suis resté dans le salon. Assis sur le vieux fauteuil inclinable avec un verre d'eau et j'ai fixé les 2 petits appareils d'enregistrement que j'avais récupérés de la chambre d'hôtel. Je me suis levé. J'ai branché la première caméra sur mon ordinateur portable et copié les fichiers dans un dossier caché. Mes mains étaient lourdes quand j'ai cliqué sur le premier. La vidéo s'est ouverte avec un léger crépitement statique et puis s'est mise au point. La vue était orientée depuis la grille au-dessus du lit. Alexandre est entré dans l'hôtel en premier. Quelques minutes plus tard, elle a suivi. Émilie est entrée dans la chambre d'hôtel, exactement comme je l'imaginais. Calme. Posée. Comme si elle l'avait fait 100 fois. Je reconnaissais son rire avant même de voir son visage. Il souriait, clairement excité, probablement en s'attendant à quelque chose de tout à fait différent. Du moins, pas au début. C'était la partie qui tordait quelque chose dans ma poitrine, le regarder lui parler comme si elle était juste une femme, et la voir agir comme si elle l'était. Elle a enlevé son manteau. Dessous, elle portait quelque chose que je n'avais jamais vu avant. Quelque chose de noir, fin, presque théâtral. Rien comme ce qu'elle portait jamais à la maison. Elle paraissait différente, plus tranchante en quelque sorte. Plus confiante. Sa posture changeait, comme si elle entrait dans un autre rôle au moment où la porte se fermait. Ils ont parlé 1 minute. Il a dit quelque chose et elle a ri, incliné la tête et l'a appelé bébé. Ce mot m'a frappé plus fort que je ne m'y attendais.
C'était la façon dont elle le disait. Douce. Familière. Comme si elle le pensait. Elle ne m'avait jamais utilisé ce mot. Pas une fois. La vidéo continuait. Je n'ai pas avancé. Je n'ai pas mis pause. Je suis juste resté assis là, à regarder. Je l'ai vu passer ses cheveux derrière son oreille de la même manière qu'elle le faisait devant le miroir chaque matin, sauf que maintenant c'était parti d'un spectacle. Je l'ai vu toucher le bras d'Alexandre, se pencher près, murmurer quelque chose que je n'entendais pas, et puis reculer avec un regard que je n'avais jamais vu sur son visage avant. Elle paraissait vivante. Énergisée. Comme si elle était en contrôle total. Et le pire ? Elle paraissait heureuse. Pas juste un faux sourire heureux. Elle paraissait comme quelqu'un qui était exactement où elle voulait être. Ses mouvements étaient plus fluides, plus intentionnels. Elle n'a jamais regardé la caméra, bien sûr qu'elle ne l'a pas fait, mais il y avait quelque chose dans la façon dont elle se déplaçait dans la chambre qui me faisait me sentir comme l'étranger. Comme si je ne la connaissais pas du tout. Elle faisait des choses que je ne l'avais jamais vue faire. Pas une fois en nos 3 ans de mariage. Pas même suggéré. Et elle les faisait sans hésitation. Sans maladresse. Elle ne demandait pas, elle n'attendait pas, elle performait juste. Quand cela s'est terminé, elle s'est rhabillée calmement, a vérifié son téléphone, a retouché son maquillage dans le miroir, et est sortie sans dire au revoir. Alexandre lui a tendu une enveloppe scellée que je lui avais donnée plus tôt au bureau. Je lui avais dit alors qu'à la fin de la soirée, dans la chambre, il comprendrait où la mettre. Alexandre a compris. Alexandre est parti quelques minutes plus tard, paraissant étourdi et souriant. Comme s'il avait gagné à la loterie. J'ai fermé l'ordinateur portable. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié ou frappé quoi que ce soit. Je suis juste resté assis là. C'était étrange comme tout était calme en moi. Je pensais que je ressentirais de la rage ou du chagrin. Au lieu de cela, c'était comme si quelqu'un avait baissé le volume sur mes émotions. Tout ce que j'entendais était le bourdonnement bas du frigo et le craquement occasionnel de la maison qui s'installait. J'ai regardé vers le couloir. La porte de notre chambre était encore fermée. Émilie était là-dedans, probablement en train de respirer doucement, complètement inconsciente de ce que je venais de voir. Cette nuit-là a changé quelque chose de permanent en moi. C'était comme si quelqu'un avait pris une allumette et avait tranquillement brûlé tout ce que je pensais savoir d'elle. De nous. Je ne me sentais plus marié. Je ne me sentais plus comme un mari. Et après être resté dans ce silence pendant une autre heure, je me suis enfin levé. J'en avais fini de rester immobile. Il était temps de se mettre au travail. Le lendemain matin, je me suis réveillé avant le lever du soleil. Je n'ai pas dit un mot à Émilie. Elle était encore enroulée sous les couvertures, calme et inconsciente. Je me suis habillé dans le noir, ai pris une tasse de café dans la cuisine, et ai conduit directement au cabinet d'avocat où j'avais pris rendez-vous une semaine plus tôt au cas où. Je suis entré avec un dossier plein de tout ce que j'avais, les rapports de l'enquêteur, les photos des hôtels, et une clé USB avec les vidéos. Je l'ai tout tendu à l'avocat, un type sans fioriture nommé Jacques qui faisait du droit familial depuis plus de 20 ans. Il a à peine scié en parcourant les notes. Quand j'ai quitté ce bâtiment, les papiers du divorce étaient en cours. Quand je suis rentré, Émilie était partie sortir travailler, sans doute. Je n'ai pas perdu de temps. J'ai rouvert le placard caché et commencé à prendre des photos de tout, chaque bracelet, collier, sac de créateur, paire de talons, tout. Je les ai étalés, les ai rendus présentables, et les ai listés via un site d'enchères privé que je savais que les gens utilisaient pour revendre des biens de luxe haut de gamme. J'ai fixé tout à 50% de la valeur au détail. C'était encore du bric-à-brac surévalué à mes yeux, mais les gens sautent là-dessus comme si c'était de l'or. En quelques heures, j'avais plusieurs acheteurs intéressés. J'ai arrangé des ramassages et des livraisons avec un délai de 2 semaines. Cela me donnait le temps de les écouler tranquillement, petit à petit. J'ai commencé petit. D'abord, une paire de escarpins à semelles rouges que je savais qu'elle n'avait pas portées depuis des mois. Puis les lunettes de soleil du tiroir du bas. 1 ou 2 sacs qu'elle avait rangés sur l'étagère du fond. Quand elle était partie, je les emballais, les conduisais de l'autre côté de la ville, et rencontrais les acheteurs. Certains étaient des revendeurs. D'autres des collectionneurs. Aucun n'a posé de questions. Émilie n'a même pas remarqué. Elle allait rarement dans ce placard.
Elle avait son armoire habituelle dans notre chambre, ses affaires quotidiennes. Ce stock caché était pour les occasions spéciales. Ce qui jouait en ma faveur. Pour être extra prudent, j'ai créé une petite barrière devant le meuble coulissant et des boîtes empilées de son propre matériel photo. Je lui ai dit que j'avais besoin de l'espace pour trier de vieux fichiers et équipements de caméra. Elle n'a pas questionné. A juste dit, n'oublie pas d'étiqueter tout. Au cours des 10 jours suivants, j'ai continué à enlever des pièces. Ses bracelets sur mesure. Une montre incrustée de diamants qu'elle ne portait jamais autour de moi. C'était comme déballer tranquillement la vérité de qui elle était vraiment. Chaque objet faisait comme une autre petite trahison, proprement emballée et rangée derrière le placo. Au 12e jour, j'ai vidé la dernière rangée d'objets. J'ai vendu 2 de ces sacs les plus chers à une femme d'une autre région qui a payé en liquide et a conduit 6 heures pour les prendre. Elle était ravie. J'étais engourdi. Puis je suis passé à l'or. Je l'ai emmené chez un bijoutier en qui j'avais confiance, un type discret, plus âgé, qui travaillait derrière du verre verrouillé et ne posait pas beaucoup de questions. Il a examiné chaque chaîne, chaque bague, et a confirmé qu'ils étaient vrais. « Tu es sûr de vouloir t'en séparer » a-t-il demandé. « Absolument, ai-je dit. » Il a offert moins que la valeur marchande, mais je m'en fichais. J'ai pris l'argent, les remercié, et suis sorti. De retour à la maison, le placard caché était maintenant complètement vide. J'ai enlevé l'éclairage des étagères et les lampes à piles, et essuyé les murs, et remis le meuble en place. Rien que du placo creux derrière maintenant. Ce week-end-là, Émilie est partie pour un supposé gig Orville. A dit que c'était un shooting de mariage de 2 jours. J'ai hoché la tête, et même aidé à porter ses sacs à la voiture. Au moment où elle est partie, je me suis mis au travail. D'abord, j'ai changé toutes les serrures de la maison. Chaque porte, chaque verrou. J'ai installé un système intelligent qui me laissait contrôler l'entrée à distance et supprimer son code du panneau. Puis je me suis assis à mon ordinateur et ai commencé à passer en revue nos comptes partagés, pas beaucoup, mais assez. Je l'ai bloqué des services de streaming. Je l'ai enlevé comme utilisatrice autorisée de ma banque et ai annulé la carte de crédit secondaire qu'elle utilisait à peine mais gardait dans son portefeuille. J'ai appelé le fournisseur internet et ai demandé un nouveau mot de passe. J'ai connecté au compte des services publics et ai tout changé vers un email personnel qu'elle ne connaissait pas. Elle avait encore ses propres comptes, ses trucs business, son téléphone, mais la maison était à moi. Les factures étaient à mon nom. L'argent était à moi. Et maintenant, tout était fermé pour elle. Elle n'avait aucune idée que cela se passait. Le tribunal avait fixé une audience pour 2 mois plus tard. Délai standard. Je ne lui avais pas encore dit. Pas besoin. Pas avant d'être prêt. Je me suis assis à la table de la cuisine cette nuit-là, dans le calme, et ai regardé autour de la maison. Cela ne ressemblait plus à un foyer. Cela ressemblait à une salle d'attente. Tout était immobile, juste retenant son souffle. La femme que j'avais épousée était partie. La femme dans cette maison? Elle ne faisait que passer. Elle est rentrée tard. Vers 21h40, mon téléphone a sonné. C'était Émilie. Sa voix était tendue, nerveuse. « Hey. Je ne peux pas entrer. Tu as changé quelque chose avec la serrure ?» J'ai regardé l'horloge, et pris une respiration, et ai dit calmement, « Je viens vérifier. » Quand je suis arrivé dans l'allée, elle était debout là dans son trench coat, bras croisés, frustrée et froide. Son maquillage était légèrement étalé, et elle avait ce même sac de créateur sur l'épaule. J'ai garé, suis passé devant elle sans un mot, et ai déverrouillé la porte. « Entre, ai-je dit. » Elle m'a suivi, marmonnant quelque chose sur le fait que le clavier devait être cassé. J'ai fermé la porte derrière elle. « Tu as 1 heure pour packer tes affaires et sortir de ma maison. » Elle s'est figée. « Quoi ? » Je n'ai pas haussé la voix. « Pas besoin. » Je suis allé à la table de la salle à manger, et ouvert le dossier qui attendait là depuis, et ai glissé la pile de papier de divorce devant elle. Son nom était imprimé clairement sur la première page. Elle l'a fixé, clignant des yeux comme si cela ne s'enregistrait pas. « C'est quoi ça ?» a-t-elle demandé, sa voix se brisant. « Tu sais exactement ce que c'est, ai-je dit. Et on ne va pas jouer ce soir. » Elle a attrapé les papiers et les a feuilletés comme si elle cherchait une sorte de blague cachée entre les lignes. « Non. Non, non. De quoi tu parles ? C'est fou.
Je ne comprends pas. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai sorti une seconde enveloppe du tiroir et l'ai posée sur la table. Dedans, il y avait des photographies et des impressions couleur des rapports de l'enquêteur, tout horodatées. Émilie entrant et sortant d'hôtel. Son visage clair sur chacune. Toujours seule. Elle en a pris une, l'a regardée, puis une autre. Ce n'est pas ce que ça paraît, a-t-elle bégayé. J'étais en visite chez une amie. L'une d'elles avait besoin d'aide pour déménager. J'avais des shootings. Tu sais que je fais du branding, hein? Certains clients réservent des hôtels. Ses yeux dartaient entre les photos et moi, comme si elle attendait une réaction. Je ne lui ai rien donné. Tu étais dans un hôtel différent tous les 2 jours, ai-je dit. Jamais avec ton matériel. Jamais plus de 90 minutes. Un shooting cette semaine, Émilie. Hein? Ne me mens pas. Elle a ouvert la bouche, l'a fermée, puis ouverte à nouveau. Ok, eh bien, parfois je rencontre des gens là-bas pour parler de projets. Parfois je suis juste, c'est compliqué. Cela va devenir plus simple, ai-je dit, et cette fois, j'ai sorti mon ordinateur portable. Je l'avais prêt. La page de profil. Les photos. Le slogan. Son visage flouté. Son vrai corps. J'ai cliqué sur les onglets. Les likes. Les avis. L'emploi du temps. Puis j'ai ouvert le clip. Je ne l'ai pas joué. Je l'ai juste mis en pause sur l'image d'elle entrant dans la chambre d'hôtel. Portant le même manteau qu'elle avait maintenant. Elle l'a fixé. Puis s'est assise. Elle n'a pas parlé pendant longtemps. Enfin, elle a murmuré, « Tu n'étais pas censé découvrir. » C'était ça. Pas d'excuses. Pas de déni. Juste ces mots, comme si tout cela avait été parfaitement bien tant que j'étais dans le noir. 3 ans, ai-je dit doucement. 3 ans de ma vie. Pendant que je travaillais. Pendant que je payais pour tout. Pendant que je croyais que tu étais la femme que j'avais épousée. Je ne voulais pas que ça arrive comme ça, a-t-elle dit, sa voix se brisant. Ça a juste commencé et je n'ai pas pu arrêter. Je ne savais pas comment. J'ai secoué la tête. Tu savais comment. Tu ne voulais juste pas. Elle s'est levée soudainement et a marché vers moi comme si elle allait tendre la main. S'il te plaît. Pouvons-nous en parler? Juste nous. S'il te plaît, ne fais pas ça. J'ai reculé. Tu as 1 heure. Ce n'est pas une demande. Ses yeux se sont remplis de larmes. Elle s'est agenouillée là dans le salon, sanglotant dans ses mains. S'il te plaît, ne me jette pas dehors. J'ai fait une erreur. Je ne les aimais pas. Ce n'était pas ça. C'était juste l'attention. J'avais besoin de me sentir désiré à nouveau. Je ne sais même plus qui je suis. Je l'ai fixé. Pas avec pitié. Pas avec sympathie. Juste observation. Comme si je regardais la dernière partie d'un film dont je connaissais déjà la fin. Tu n'es pas la femme que j'ai épousée, ai-je dit. Tu ne le es plus depuis longtemps. Elle m'a regardé, brisé, le mascara coulant sur ses joues. Je suis passé devant elle, ai pris mon manteau sur le porte-manteau, et ai ouvert la porte. Tu as 1 heure. Ne sois pas là quand je reviens. Puis je suis parti. Je n'ai pas attendu qu'elle parle à nouveau. Je ne voulais pas entendre un mot de plus. Quand je suis revenu, elle était debout à la porte avec ses affaires et exigeait que je lui rende ses objets de valeur et ses articles de créateur. J'ai dit que je n'avais aucune idée de quels objets de valeur elle parlait. Puis j'ai entendu un cri sauvage pendant 30 secondes. À la fin, je l'ai poussée dehors et ai menacé d'appeler la police si elle ne se calmait pas. Elle est partie. La maison était calme après son départ. Ce genre de calme que vous ne remarquez pas tout de suite. Au début, cela fait juste comme une pause. Une halte. Mais après quelques jours, vous réalisez que ce n'est pas une pause du tout, c'est une fin. Ce qu'elle a emporté cette nuit-là tenait dans 2 valises. Je suppose qu'elle est allée chez ses parents. Je n'ai jamais demandé. La procédure de divorce a avancé plus vite que je ne m'y attendais. L'audience au tribunal était fixée environ 7 semaines plus tard. Je me suis assis dans la salle d'audience en face d'elle, la regardant tordre un mouchoir dans ses genoux comme si elle pliait du linge. Elle a évité le contact visuel avec moi presque tout le temps.
Son avocat a essayé de prétendre que j'avais vendu ses biens personnels sans consentement. Que j'avais pris des objets de valeur qui ne m'appartenaient pas. Elle a pleuré devant le juge. A raconté des histoires sur des bijoux sentimentaux. A prétendu que les sacs et montres étaient des cadeaux de famille. A prétendu que j'avais vidé la maison dans une sorte de rage jalouse. Mon avocat est resté calme. Nous avions tout prêt. Reçu. Photo. Liste avec horodatage. Image de son profil. Détails de ses affaires, certaines légales, d'autres non. Les impressions de ses propres comptes sociaux montrant les sacs, l'or, les vêtements, utilisés comme accessoires, marquetés à des étrangers. Quand ce fut mon tour de parler, je n'ai pas dit grand-chose. Juste répondu aux questions, montré au juge les preuves, et me suis rassis. Le juge s'est penché en arrière dans son fauteuil pendant un long moment, frottant l'arête de son nez. Puis il a regardé Émilie et a secoué la tête. « Vous avez de la chance qu'il n'aille pas plus loin », a-t-il dit. « Vous partez avec la moitié de la valeur d'une voiture et aucune autre réclamation. Vu les preuves, je suis surpris que vous ayez eu le culot d'en faire un combat. » Elle n'a pas répondu. Juste fixé la table. C'était la dernière fois que je l'ai vue en personne. Elle n'a jamais dit au revoir. N'a jamais recontacté. Après le divorce, elle a disparu en arrière-plan. J'entendais des bribes via des amis communs, des mentions occasionnelles dans des messages ou des posts locaux. Elle ne travaillait pas beaucoup. Disait qu'elle était freelance, mais personne ne l'a jamais vue shooter quoi que ce soit. D'après ce que j'ai compris, elle est restée chez ses parents et n'a pas fait grand-chose après la date au tribunal. Je n'ai jamais bloqué son numéro, mais elle n'a jamais appelé. Cela faisait étrange, comment quelque chose qui avait consumé ma vie et quelque chose qui m'avait déchiré et retourné pouvait juste devenir silencieux. Pas de cris, pas de plan de vengeance, pas de texto tardif suppliant le pardon. Juste le silence. 4 ans ont passé. La vie a continué. Puis, un après-midi au début du printemps, mon téléphone a sonné. Le numéro était local, mais je ne le reconnaissais pas. J'ai répondu. « Allô » ai-je dit. « C'est Nicolas ?» ?»« Oui. »« Qui est-ce » ?« C'est Isabelle. » La mère d'Émilie. Sa voix était fatiguée. Je ne l'avais pas entendue depuis la réception de mariage des années plus tôt. Je me rappelais son sourire alors, la façon dont elle m'avait serré et dit « Prends soin d'elle. Elle est spéciale. » Maintenant elle sonnait juste épuisée. Je t'appelle parce que je pensais que tu devrais savoir. Émilie est décédée la semaine dernière. Il y a eu une longue pause. Je ne savais pas quoi dire. Les mots ne paraissaient pas réels. Elle était malade depuis un certain temps, a continué Isabelle. Elle n'en a pas dit à beaucoup de gens. Nous ne savions même pas jusqu'à ce que ce soit trop tard. Que s'est-il passé, ai-je demandé, ma voix basse. Ils ont dit que c'était des complications d'une infection. Quelque chose qu'elle n'a pas pu combattre. Je ne connais pas tous les détails. Mais moi si. Je ne l'ai pas dit, bien sûr. N'ai pas mentionné la double vie qu'elle menait. N'ai pas évoqué le profil, les avis, la façon dont elle avait tout jeté pour de l'attention et de la validation. Je n'ai pas dit un mot. J'ai juste offert mes condoléances. Calme. Respectueux. Court. Je suis désolé d'entendre ça, ai-je dit. Merci, a-t-elle répondu. Je pensais juste que tu devrais savoir. Puis nous nous sommes dit au revoir. Après avoir raccroché, je suis resté assis près de la fenêtre longtemps. Le soleil commençait juste à se coucher. Tout dehors paraissait calme et doré. Des oiseaux se déplaçant sur des lignes électriques. Un voisin tondant sa pelouse. Je n'ai pas ressenti de joie. Je n'ai pas ressenti de satisfaction. Juste une étrange immobilité, comme si un chapitre s'était enfin fermé. Comme une porte qui pendait ouverte depuis trop longtemps s'était enfin refermée. Je ne suis jamais allé à l'enterrement. Je n'en avais pas besoin. Elle avait déjà quitté ma vie bien avant cet appel. La femme qui est morte n'était pas la femme que j'avais épousée. Cette personne avait disparu il y a longtemps derrière des mensonges, des secrets, derrière un masque que je n'avais jamais vu venir. Tout ce qui restait maintenant était le silence. Et j'étais tout à fait bien avec cela. Partagez votre avis dans les commentaires, peut-on vraiment cacher une seconde vie pendant des années, ou y a-t-il toujours des indices qui traînent? Si vous avez aimé cette histoire,
abonnez-vous à la chaîne et laissez-nous un j'aime.